Salut à tous, c'est Aya Sissoko et on est sur Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Aya? Ben, très bien. On est très content que tu sois ici, sur Click. Merci pour l'invitation. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Au nom de tous les tiens ». Pour te présenter rapidement, tu as été championne du monde de boxe, tu es devenue écrivaine, ton livre d'NB, ça a été un succès. Et aujourd'hui, donc, tu sors « Au nom de tous les tiens ». C'est un livre qui témoigne du racisme, de l'exil, qui parle de mémoire, d'héritage et de transmission. C'est un livre qui est très intime aussi, parce que tu l'adresses à ta fille. Tu lui parles de son héritage en lui parlant du tien. Donc la première question, pourquoi c'est primordial de connaître son histoire, de savoir d'où on vient? De toute façon, pour moi, c'est essentiel que, en tout cas, que ma fille connaisse cette histoire pour qu'elle puisse se construire harmonieusement et pour qu'elle se dise aussi qu'elle est quelqu'un, qu'elle compte, que son histoire compte, malgré justement ce que pourra dire son environnement, ce que certains pourront lui faire croire. Aussi que celles et ceux dont elle est la continuité ont fait des choses héroïques. En fait, ce sont des héros et des héroïnes du quotidien. Même si l'histoire, la grande histoire, leur laisse très peu de place, ils sont presque inexistants même, eh bien, ce sont des héros et que selon l'endroit où on met le curseur, d'où l'on parle, d'où l'on écrit, eh ben on a cette possibilité de choisir ses héros et ses héroïnes. Tu parles de ton histoire à ta fille, très jeune, de toute cette mémoire, de ces héros justement qui font partie de ta famille. Mais souvent, son histoire, on va la chercher plus tard. Ça doit être une démarche, généralement. C'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Est-ce que toi, tu as dû faire la démarche d'aller chercher dans ta mémoire familiale, dans ton histoire? Moi, pour le coup, c'est vraiment un long chemin que j'ai entrepris assez tôt parce que j'appartiens à une famille qui ne parlait pas. Ma mère était assez taiseuse sur qui elle était, d'où elle venait, même si chez elle, il y avait ce besoin de nous transmettre cet héritage bambara, puisque ma mère est originaire du Mali, mais pour son histoire à elle, personnellement, elle ne la racontait pas. Et dans l'environnement qui était le mien, c'est-à-dire à l'école ou même à la télévision, ce sont des histoires qui sont totalement invisibilisées. Donc, pour me construire, en tout cas pour reconstruire cette histoire, il a fallu que je saisisse des bribes d'histoire prises entre deux conversations d'adultes, etc. Et à un moment donné, je lui ai juste posé la question, je lui ai dit « Maman, dis-nous, raconte-toi, je veux savoir, j'ai besoin de savoir ». Et pour ceux qui nous écoutent là, est-ce que tu peux résumer justement d'où tu viens? De qui tu viens, en fait? D'où je viens, je suis une gamine de Ménilmontant, puisque je suis née dans le 20e arrondissement. Je suis la mère de parents originaires du Mali. L'un est bambara et l'autre est malinké. J'ai grandi avec des mythes, en l'occurrence ceux de guerriers bambara qui ont préféré la mort à la honte de la défaite. J'ai grandi dans le Dambé, qui signifie la dignité en bambara. J'ai grandi effectivement avec des parents et plus particulièrement une mère parce que j'ai perdu très tôt mon père. C'est vrai que là, quand on pense à la question d'où on vient, on pense à des territoires, à des histoires familiales, mais on pense aussi à finalement, ce qui nous construit, c'est aussi les événements. Et on se construit aussi et on vient parfois d'événements. Et toi, dès très jeune, tu as eu à surmonter énormément d'obstacles. Et en l'occurrence, c'est vrai que l'un des éléments fondateurs dans ma vie, c'est la disparition dans un incendie criminel de mon père et de ma petite sœur. Et un an plus tard, la disparition de mon frère d'une méningite mal diagnostiquée. Donc effectivement, ce sont des éléments fondateurs qui marquent un tournant définitif dans mon existence et qui font que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui.
Puis à l'âge de 8 ans, il va y avoir la rencontre avec la boxe, donc qui va aussi être un élément primordial dans ma vie et dans ma construction. Donc ça va être un sport qui va me permettre d'extérioriser cette colère qui est là, qui boue, qui m'amène aussi à me faire du mal. Donc le but c'est d'extérioriser tout ça pour... parce que c'est nécessaire, parce qu'autrement c'est une violence qu'on retourne contre soi-même ou contre les autres. Et que c'est pas bien. Mais cette colère, justement, elle est dans le livre, mais comme tu dis, c'est pas une colère inutile, c'est une colère saine et que t'en fais quelque chose. Ça a été ton meilleur carburant, finalement, la colère. C'était un formidable moteur. Déjà, il est important de dire que la colère est légitime. En fait, c'est qu'on a tendance, effectivement, à voir la colère comme quelque chose de destructeur, de contre-productif, etc. Mais, ma colère est légitime, c'est-à-dire que c'est une réponse à l'injustice, c'est une réponse à la douleur, c'est une réponse effectivement à toutes les épreuves qu'on doit surmonter parce que être un enfant ne protège pas. Ça aussi, c'est une phrase qui revient constamment dans mon ouvrage. Et c'est une colère, qui, si elle n'avait pas existé, en fait, je n'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'aurais pas été championne du monde, je n'aurais pas écrit des livres. Donc voilà, la colère, selon ce qu'on en fait, est une émotion, est un sentiment formidable. Il y a une phrase que tu dis dans ton livre. Tu dis « Je n'ai pas su immédiatement que j'étais noire ». Dans ce cas, à quel moment t'en as pris conscience dans ce cas ? Alors c'est vrai que je n'ai pas su immédiatement que j'étais noire. En tout cas, les conséquences, les conséquences que ça avait sur ma vie. Noire, je le savais, c'est-à-dire que je ne savais que j'étais pas blanche, c'est-à-dire que la norme, c'était les personnes blanches. Donc très tôt, en fait, je me suis rendu compte que il aurait peut-être mieux valu être blanche, pour avoir une vie beaucoup plus facile. Et puis, par la suite, effectivement, en prenant de l'âge, je prends conscience des conséquences, ce que cela induit, d'être noire dans une société blanche. En l'occurrence, les inégalités. Et des inégalités qui commencent très, très tôt, très précocement. C'est-à-dire, déjà à l'école, dans la manière dont on s'adresse à la mère, puisqu'on lui parle, quand on a affaire aux administrations, on lui parle petit nègre. Même dans notre rapport à l'autre, c'est-à-dire que même dans l'intime, moi je me souviens effectivement de cette mère que je vais rencontrer. Un de mes petits amis me présente à sa mère, et c'est vrai que l'une de ses premières réactions, c'est de lui répondre « elle est quand même noire ». Donc, je me rends compte effectivement que dans aucun espace de ma vie, qu'elle soit intime ou même publique, au fait, ma condition de femme noire, n'est pas anodine. Contre qui ou contre quoi t'as été le plus en colère ? Contre qui ou contre quoi ? En fait, cette colère, c'est qu'on se dit, contre qui ou contre quoi ? Contre l'institution, finalement. Contre l'institution. Donc, ça m'a pris aussi du temps de me rendre compte, effectivement, que l'institution produisait du racisme et qu'elle nous rendait la vie, beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était déjà. Et voilà, c'est ce racisme insidieux qui commande nos existences et qui nous demande de fournir des efforts toujours plus conséquents pour pouvoir s'extirper d'une situation, de notre condition. Moi qui m'épuise et qui me met en colère. Et je vois effectivement que les choses changent très peu, très très lentement, parce que je suis sur le terrain et je vois que ce que moi je vivais il y a 30-40 ans, des jeunes de quartiers populaires, le vivent encore. La colère, en ce moment, elle est partout. Elle est présente sur Internet, elle est dans les rues, dans les manifestations. Elle est aussi dans cette dernière campagne présidentielle. Où beaucoup de gens ont voté contre, où beaucoup de gens sont aussi pas allés voter. Toi, dans cette dernière campagne, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? La banalisation du fascisme en France, de l'extrême droite. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France, des candidats, des candidates qui tiennent un discours raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, ont pignon sur rue. Ce qui me met en colère, c'est qu'un parti fasciste
parce que justement, pour ne pas me tromper de terme, j'ai relu Umberto Eco. Donc, quels sont les signes qui nous permettent de reconnaître le fascisme? Et donc, le parti de Marine Le Pen est clairement fasciste. Qu'est-ce qui définit un parti fasciste selon Umberto Eco? Il y a énormément de critères. Donc déjà, en fait, le fait de désigner des boucs émissaires, donc facilement identifiables, c'est-à-dire toutes les personnes non blanches, les femmes qui portent le voile, par exemple, c'est le fait d'être contre le savoir, la culture en général, parce que le savoir, la culture, développe l'esprit critique des individus. En fait, il y a énormément de critères qui définissent le fascisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'invite tout un chacun à lire le livre d'Umberto Eco, qui est un essai assez concis, qui définit un contour. Mais oui, cette colère, effectivement, de me dire que je vis dans un pays qui déroule le tapis rouge à un parti fasciste, et que celui-ci a fait 42% aux dernières présidentielles, que ça fait déjà 5 présidentielles où je suis obligée de faire barrage contre l'extrême droite. Et je me dis, en fait, quel pays allons-nous laisser à nos enfants? Si tu es en colère contre les institutions, si elles sont déficientes, comment on doit faire? Est-ce que c'est plutôt aux gens de s'organiser entre eux, à la population de s'organiser? Est-ce que le changement, il vient d'en bas, en fait? Déjà, il faut juste se dire qu'on a une histoire, une histoire des résistances, une histoire des luttes. Moi, quand je raconte l'histoire de mes parents, de mes aïeux, c'est dire à quel point ces personnes ne sont pas des victimes, que ce sont des gens qui ont lutté continuellement pour leur dignité, c'est-à-dire qu'ils étaient quelqu'un, ils s'inscrivaient dans une histoire, dans une filiation, et ça, c'est important aussi de le dire. Bien évidemment, moi, j'avoue que moi, j'aime le terrain parce que c'est là où c'est là où ça se passe, c'est là où on s'organise, c'est là où on voit d'emblée effectivement les résultats justement de cette organisation. Moi, j'aime cette proximité. D'ailleurs, c'est à un moment donné dans le livre, justement, je raconte justement moi, c'est ce qui m'a fait aussi me reconnecter justement à la réalité. C'est ce qui m'a fait prendre conscience effectivement des différents leviers de domination. C'est le terrain, c'est ce qui m'a politisée. Et j'ai beaucoup appris au contact de celles et ceux qui font. D'ailleurs, c'est à eux aussi qu'il faut rendre hommage, à celles et ceux qui font au quotidien pour l'autre, au bénéfice de l'autre, au bénéfice immédiat de l'autre. C'est-à-dire que leur investissement, on en voit les résultats de manière très concrète. Quand on s'organise, par exemple, pendant la crise du Covid, pour que les gens puissent manger, quand les associations s'organisent pour l'aide aux devoirs, pour apporter des aides concrètes. Oui, ce sont toutes ces petites personnes, entre guillemets, mais qui font des grandes choses, dont il faut souligner le travail, parce que c'est eux qui font que la société tient. Souvent, les injustices, elles commencent dès l'école. Oui. Et les professeurs, justement, généralement, ils ont souvent ce rôle-là de pallier à des manques, ou parfois ils font ce qu'ils peuvent, mais bon. Donc j'aimerais parler avec toi de la notion de méritocratie et de cette injonction de dire quand on veut, on peut. J'aimerais juste te demander, simplement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on veut, on peut vraiment, dans tous les cas, et quelles que soient ses conditions de vie? Non. Cette phrase a quelque chose d'hypocrite, dans le sens où c'est aussi une manière de dire si tu échoues, c'est ta faute, c'est que tu n'en as pas fait assez, mais sans prendre en compte effectivement les inégalités structurelles, c'est-à-dire qu'on ne part pas tous de la même place, on ne part pas tous avec les mêmes chances au départ. Et donc certaines ont à fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir exister. Et ça, effectivement, il suffit juste déjà d'aller sur le terrain, de voir la différence, le traitement différencié d'un établissement à un autre, d'un établissement parisien à un établissement de région parisienne. Il suffit aussi juste de se
d'étudier les différentes études enfin, qui sont fréquemment publiées. L'étude PISA, qui compare en fait, l'efficacité en fait, de la transmission enfin, dans les différents pays de l'OCDE. Et cette étude est très très claire, c'est-à-dire que la France a l'un des systèmes les plus inégalitaires d'Europe. En fait, toutes les études de toute façon concordent pour dire que le système français est inégalitaire. Et tout le monde ne part pas avec les mêmes clés de toute façon à la base. Et je trouve que c'est un discours qui fait du bien, surtout venant de toi, de t'entendre dire ça, parce que dans ton parcours, on pourrait se dire « Ah bah tout est possible ». Tu as été championne du monde de boxe, juste après tu recommences des études prestigieuses à 28 ans à Sciences Po, tu deviens écrivaine. Enfin voilà, on peut se dire, tu pourrais avoir ce discours-là, et tu décides de ne pas l'avoir, et je trouve que ça fait du bien, parce que c'est tellement quelque chose qui est présent, cette injonction à la réussite constante. Qui fait des ravages, en fait, finalement. Mais non, mais c'est... Enfin, moi, j'ai compris, effectivement, à un moment donné, qu'on voulait en fait, faire de moi cette égérie de la réussite, de la méritocratie, du quand on veut, on peut. Mais je suis totalement en rupture avec ce propos, parce que non, ce n'est pas vrai. C'est très compliqué pour un enfant de milieu populaire, qui plus est quand les parents ne maîtrisent pas la langue, de pouvoir réussir ses études. Et d'ailleurs, en fait, mon chemin n'a pas du tout été... ça n'a pas été un chemin... c'est un chemin qui a été traversé effectivement par énormément d'épreuves. C'est-à-dire qu'il m'a fallu prendre différents chemins de traverse pour en arriver là où je suis actuellement. Faut pas oublier, par exemple, que j'ai repris mes études à 27-28 ans, parce que plus tôt, c'était pas possible. Et tout ça, faut le dire. Et tout ça, faut le dire parce que... ne serait-ce pour un enfant d'entendre que tout n'est pas de sa faute... c'est extraordinaire. Moi, ça a été quelque chose de salvateur d'apprendre que mes échecs, tout n'était pas de ma faute. Quelqu'un te l'a dit, ça ? Moi, je l'ai compris toute seule. Je l'ai compris toute seule. Et le fait de le comprendre, ça a été quelque chose, j'ai pu souffler. Je me suis dit, tout n'est pas de ma faute. Que la société, justement, est intrinsèquement inégalitaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens luttent. Les gens luttent, effectivement, pour accéder à une réelle, égalité, pour toujours plus d'égalité entre les différentes composantes de notre société française. Tu as plus ou moins 3 phases dans ta vie. Je me permets d'improviser et de te proposer ces 3 phases. Tu as fait une carrière sportive qui t'a mené à être championne du monde, puis des études supérieures qui te mènent à être aujourd'hui écrivaine, et tu as connu la maternité et la naissance de ta fille. Dans ces 3 phases-là, qu'est-ce qui demande le plus de dépassement de soi ? C'est sportive, écrivaine ou maman ? Alors, c'est totalement différent. Ce n'est absolument pas comparable. Quoique, en tout cas, la boxe et l'écriture, ce sont 2 manières d'exprimer ses émotions, d'exprimer... au fait d'affirmer aussi le fait d'exister et que j'ai voix au chapitre, que ma voix compte. En fait, j'impose ma présence. Par contre, oui, le rôle de mère, c'est le rôle d'une vie. Je suis responsable d'une enfant qu'il va falloir éduquer, qu'il va falloir accompagner pour qu'elle puisse s'émanciper de moi et faire ses propres choix. Donc les 3 rôles sont énormes, mais le rôle de maman est particulier. Tu disais la boxe et l'écriture, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de dire. Ah oui, c'est une façon de s'exprimer. Qu'est-ce que la boxe t'a appris dans l'écriture ? Est-ce que la boxe t'a servi à quelque chose dans la façon d'écrire ? Ah oui, moi j'adore la concision, j'adore le côté au fait aussi très direct dans mon écriture. En fait, j'aime pas la fioriture, c'est-à-dire que oui, j'aime aller à l'essentiel. J'aime le fait que le propos soit facilement compréhensible. Et c'est vrai, moi aussi j'étais une boxeuse aussi très technique, mais aussi avec une économie de moyens. Dans ton livre, tu dis une très belle phrase. Tu dis que la dignité, c'est le corset qui sert à rester debout. Est-ce que pour toi, la boxe, ça a aussi joué un rôle de corset ou plutôt de tuteur ? Est-ce que ça t'a aidé à grandir ? Je pense que
Enfin, la boxe a surtout été un corset pour me tenir droite, aussi pour me respecter, c'est-à-dire que j'apprends à connaître mon corps, j'apprends à le respecter parce que ça devient un outil de travail. J'apprends aussi à occuper l'espace, à m'imposer, dans un monde dit d'hommes. En fait, c'est aussi une manière de ne pas demander la permission, c'est-à-dire je suis là, j'y reste, que ça vous plaise ou pas. Et donc c'est aussi une manière aussi la boxe. À partir du moment où tu réussis, c'est aussi une manière de te nourrir narcissiquement, en fait. C'est-à-dire que je suis capable, j'ai de la valeur, je peux être performante et je suis reconnue pour ça. L'écriture, c'est autre chose, en fait. Même si, comme la boxe, c'est aussi un cheminement en fait, très intime. C'est une manière aussi d'apprendre à me connaître et d'aller puiser justement en fait, au fond de moi-même. Et extérioriser justement ce que j'ai à dire. C'est une fois de plus, c'est une manière d'imposer ma présence, d'imposer le discours qui est le mien et de dire je vais prendre la voix et que ça vous plaise ou pas en fait. J'existe. Donc finalement en fait les deux gestes d'une certaine manière sont très politiques. C'est politique, c'est politique d'être une femme qui plus est noire, née au sein de la classe laborieuse. D'être là aujourd'hui, sur un plateau et de dire j'existe et j'ai des choses à dire. La boxe, ça représente la force. C'est une armure. Comment on se sent quand on est une femme boxeuse, championne du monde dans la rue? Quand on est dans la rue et qu'on se promène. Alors ça, c'est une idée reçue. Beaucoup associent la boxe à la force. En fait, la boxe, c'est avant tout toucher sans se faire toucher. Donc c'est un sport qui est très stratégique. Le but, c'est de monter sur le ring et de ressortir intact du ring. Et donc la vie, c'est aussi ça. C'est-à-dire comment s'imposer, comment imposer un discours en prenant le minimum de coups. C'est être stratège. Est-ce que ça t'a servi dans la vie de tous les jours aussi? Mais moi, c'est quelque chose. L'apprentissage de la boxe. Mais moi, de la boxe, c'est quelque chose qui est très formateur. C'est-à-dire que ça a forgé mon caractère. C'est aussi ça m'a permis aussi comment expliquer ça? Oui, en tout cas, de contrôler, d'avoir une gestion de mes peurs. De me dire, t'es capable, tu peux faire face à l'adversité. Donc, vas-y. C'est-à-dire que si tu as réussi justement à monter sur le ring, à faire face à un adversaire, à accepter effectivement la probabilité, la certitude de prendre des coups, la vie, ça va le faire. Comment tu les gères, ces peurs, justement? Tu penses à quoi ou tu penses à qui avant de monter sur le ring? C'est vrai que souvent, avant de monter sur le ring, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je m'impose ça? Mais pourquoi? Et c'est justement cette capacité à transcender ça, à en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'au fait, tu montes, t'es une guerrière. Tu te dis, on est là pour en découdre. Elle est là pour gagner. Moi aussi, je veux gagner. On y va, quoi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sacrée championne du monde de boxe après le combat? En fait, en tout cas, pour ma part, je suis traversée par plein d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a la satisfaction d'être allée au bout d'un objectif, d'avoir durement travaillé pour l'atteindre et d'y parvenir. Mais il y a aussi cette déception. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'adore me fixer des objectifs. De me dire, moi je sais qu'à l'âge de 12 ans, j'avais écrit sur mon cahier de texte, je serai championne du monde. Et donc il m'a fallu de nombreuses années pour y arriver. Et donc il y a une forme de déception aussi, c'est-à-dire on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après? Après, donc, t'es devenue écrivaine, t'as repris des études. Après, je suis devenue écrivaine. Voilà, je suis devenue écrivaine, je suis montée sur les planches, j'ai fait Sciences Po, etc. Mais tout ça, c'est pas. Pour moi, en tout cas, les objectifs, c'est aussi une manière, de vivre, quoi, de vivre intensément les choses. C'est aussi, une façon d'avancer, de se dire, ok, ça c'est fait. Comment on se réinvente? Ton livre, il m'a inspiré plusieurs mots.
Je vais te les dire. D'accord. Et j'aimerais que tu m'en donnes tes définitions. Je vais essayer. Ou me dire ce que ça t'inspire. Ok, je vais essayer. Alors, le premier, c'est rebelle. Rebelle. De toute façon, je pense que si on n'a pas un sale caractère, en fait, on n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, dans le monde tel qu'il est actuellement, il faut avoir un putain de caractère. Le courage. Le courage. Moi, c'est avant tout celui de ma mère, en fait, qui a été exemplaire. Ça a été une figure sacrificielle. Enfin, c'est une femme qui a jamais lâché, qui a tout fait pour ses enfants. C'est-à-dire qu'il était hors de question, en fait, qu'elle échoue, dans son devoir de transmission, dans son devoir de mère, louve, qui protège ses enfants. C'est-à-dire que personne ne touche à mes enfants. Donc oui, le courage chez elle. Donc finalement, en fait, même si, on a subi nous aussi. Moi, c'est surtout lui rendre hommage à elle. Est-ce que, selon toi, le courage, ça nous tombe dessus? Ça arrive par défaut en fonction des événements de nos vies? Est-ce que certaines personnes sont obligées d'être courageuses à un moment? On va dire que certaines personnes n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a une espèce de marche ou crève au fait qui s'impose à nous. D'ailleurs, ma mère, me disait souvent cette phrase. Il serait logique qu'on échoue. Donc, au fait, à nous, finalement, de ne pas être une simple statistique. À nous de déjouer, à nous de déjouer le sort, en fait. De déjouer le déterminisme. Oui, le déterminisme. Et c'est le troisième mot. Ouais, le déterminisme, on va dire qu'on n'a pas les bonnes cartes au départ, clairement. Mais à côté de ça, oui, c'est essayer de passer entre les mailles du filet. On n'est pas voué à l'échec. On n'est pas... on est capable de faire. Moi, je le vois sur le terrain. En fait, les gamins, ils ont une telle énergie, une telle intelligence, en fait, une telle envie. En fait, c'est des gamins qu'on vit. En fait, ils ont... et c'est ça que j'adore chez eux. C'est-à-dire, le quotidien est difficile, mais... ils sont déter. Ils sont déter, l'envie, elle est là. Ils ont de la détermination. Donnez-leur des opportunités et vous allez voir qu'ils vont vous transformer ça en or. La dignité. La dignité, c'est l'un des principes les plus importants. Moi, ma mère, depuis toute petite, me dit la dignité, c'est très important. La dignité, c'est très important. En fait, en tout cas, pour les gens qui ne sont rien. En tout cas, qui ne sont rien dans une société, faite pour ces quelques-uns. Et donc, oui, sans cette dignité, en fait, finalement, en fait, on perd aussi, notre humanité, en fait. On perd cette conscience de l'autre. On perd... Oui, il faut que ça ait du sens, en fait. D'une certaine manière, il faut que ça ait du sens, ce que tu fais, ce que tu réalises. Et donc, c'est-à-dire que même dans l'adversité, en fait, il faut qu'il y ait des règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, même dans l'adversité. Le dernier mot, c'est amour. L'amour, essentiel. C'est-à-dire que par exemple, ma mère avait un amour absolu pour ses enfants. Et c'est aussi important, et c'est quelque chose aussi que je répète dans ces livres, nous aussi, on aime nos enfants. Dans le sens où cette société nous renvoie comme incapables d'élever nos enfants, ou en tout cas en ne faisant pas comme il faudrait. Non, mais au fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens qui sont les nôtres. Et nous aussi, on aime nos enfants. Et ça, c'est important que les gens l'entendent. Et on aime nos enfants. Et c'est aussi la raison pour laquelle on se bat pour eux. Et qu'on se bat pour toujours plus d'égalité. Parce qu'on veut on veut une vie meilleure pour nos enfants. Et c'est pour ça que tu dédies ce livre à ta fille? Que je dédie ce livre à ma fille. Où tu lui donnes beaucoup de conseils. Donc c'est ma dernière question. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Moi, il y en a plein. Déjà, la dignité, n'aie pas peur, sois curieuse. Et puis, personne ne peut t'obliger à être ce que tu n'es pas. C'est-à-dire que, pour certains, en fait, les cartes sont... en tout cas, notre avenir est déjà déterminé, mais personne ne peut t'obliger à être ce que tu n'es pas.
Donc voilà, moi, mon objectif aussi, c'est en racontant l'histoire au fait, de ses aïeux à ma fille, c'est de lui dire, sois digne d'eux, sois fier de qui tu es, de ce dont tu es l'héritière, et fais ta vie. Ma fille ne m'appartient pas, en fait, elle ne m'appartiendra jamais. En fait, le but, c'est juste de l'armer pour qu'elle trace sa route. Donc, il y a là, quoi. Le monde est à toi, et le monde t'appartient. Merci beaucoup, Ayasis. De rien. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.